Mon père m'a envoyé un texto, nous sommes tous d'accord. Reste en dehors de la famille maintenant. J'ai répondu, compris. Puis j'ai retiré mon investissement du projet de nouvel immeuble de bureau. 48 heures plus tard, ma mère était en larmes, mon frère engageait des avocats et le promoteur m'envoyait un texto, votre retrait vient de tuer notre financement. J'ai souri et j'ai écrit, je faisais la queue dans un café quand le texto est arrivé. Nous sommes tous d'accord. Reste en dehors de la famille maintenant. Juste comme ça. Pas de ponctuation à la fin, comme si c'était trop urgent ou trop désinvolte pour être terminé correctement. Ça venait de mon père. Le même homme que j'avais aidé à sortir d'un trou de 400 000 $ 3 ans plus tôt, quand un de ses partenaires de confiance s'était enfui avec la paix de l'entreprise. Le même homme qui m'avait serré dans ses bras ce jour-là comme si je lui avais sauvé la vie. Maintenant, apparemment, je ne faisais plus partie de la famille. J'ai fixé l'écran. Quelques personnes derrière moi dans la file commençaient à s'impatienter, mais je n'ai pas bougé. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran pendant une seconde, puis a tapé, compris. Ensuite, j'ai rangé mon téléphone, commandé mon café et je suis parti sans même l'attendre. Quelque chose a basculé au fond de moi. Pas comme un coup de poing, plutôt comme un interrupteur que l'on actionne. Silencieux, net, permanent. Sur le chemin du retour, je n'ai pas mis la musique à fond. J'ai simplement écouté le son de ma propre respiration. J'ai repassé les dernières semaines dans ma tête. Alissa, ma sœur cadette, s'était frayé un chemin à coups de messe basse dans l'entreprise familiale depuis son retour de San Diego l'automne dernier. Soudain, elle avait des idées. Soudain, elle voulait une place à la table des décisions, mais elle ne voulait pas la mériter. Elle voulait en hériter. Et apparemment, elle avait réussi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais anticipé quelque chose de ce genre. Je l'avais observée manœuvrer. Elle n'était pas maligne, juste audacieuse. Audacieuse jusqu'à l'imprudence. J'ai vu les signes avant-coureurs il y a des mois quand elle a commencé à remettre en question mon rôle dans les réunions, en disant des choses comme « Pourquoi Lucas a-t-il toujours le dernier mot ?» et « Nous devrions moderniser notre façon de voter les décisions. » Ça avait l'air démocratique, juste, mais c'était un coup monté. Il ne savait pas que je contrôlais toujours la plus grande participation privée dans le nouveau complexe de bureaux. Pas seulement en capital, mais aussi en conception. J'avais validé le plan d'ingénierie de base. Sans moi, les permis n'étaient que du papier. Alors, j'ai appelé mon conseiller, Marc, à la seconde où je me suis garé dans mon allée. Retire tout, ai-je dit. Absolument tout, du projet de Westside. Transfère-le sur le projet de rénovation de Midtown dont nous avons parlé la semaine dernière. Fais ça vite. En quelques heures, les virements étaient en cours. 2 jours plus tard, le chantier s'est arrêté. Les ouvriers ont été renvoyés chez eux. La banque a annulé le prêt. Les permis ont expiré. Et juste comme ça, le joyau de la couronne du soi-disant héritage de mon père s'est heurté à un mur. Ma mère s'est présentée à mon appartement ce soir-là. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai regardée sur l'écran de sécurité. Elle est restée là pendant 10 minutes, puis elle est partie. Elle m'a envoyé un texto 1 heure plus tard, je ne sais pas ce que tu fais, mais tu fais du mal à tout le monde. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, Andrew, mon frère aîné, m'a envoyé une série de textos qui ressemblaient à ce qu'un bambin aurait pu écrire en martelant un clavier. Puis finalement un qui disait, Alissa nous a montré ton message. Nous savons ce que tu préparais. Tu allais nous évincer une fois que l'immeuble serait construit. Ça m'a glacé sur place. Je n'avais jamais envoyé un tel message. Et c'est là que j'ai su. Elle l'avait falsifié. Alissa avait carrément falsifié une capture d'écran. Une conversation qui n'avait jamais eu lieu. Elle avait menti, et ils l'avaient cru. Ils ne m'ont même pas demandé. Ils n'ont même pas vérifié. Cet après-midi-là, le promoteur principal, Dan Meyers, un type avec qui j'avais passé des vacances une fois, m'a envoyé un message paniqué. Votre retrait vient de tuer notre financement. Sans vous, le locataire principal se retire. J'ai attendu 1 heure avant de répondre. Mon père a dit que je devais rester en dehors de la famille, alors c'est ce que j'ai fait. Pas d'émoji, pas de ponctuation, juste les faits. Je pouvais presque entendre le bruit du verre se brisant dans leur monde, et je n'avais même pas encore commencé. Le silence était la chose la plus assourdissante. Après que j'ai envoyé ce message, tout est devenu silencieux.
Pas le genre de silence auquel on s'attend quand les gens sont en colère. C'était plus profond. Le genre de silence qui donne l'impression qu'une pièce a été vidée et que personne n'a pris la peine de fermer la porte derrière soi. Pendant un jour ou deux, rien. Pas d'appel, pas de courriel, pas même les mises à jour du groupe de discussion sur les dîners de famille ou les réunions du conseil d'administration. C'était comme si j'avais été effacé de l'existence. Ils ne m'ont pas bloqué. Ils m'ont simplement supprimé. Très bien. Ça m'a donné du temps. J'ai rencontré une avocate de confiance, quelqu'un de très éloigné du cercle habituel de la famille. Je lui ai tout exposé, le texto, le faux message, la structure de propriété du projet immobilier. Elle a tout examiné, a hoché lentement la tête, puis m'a dit ce que je savais déjà. Ils n'avaient aucune base légale pour une poursuite, mais ils étaient foutus sur le plan émotionnel. Le retrait de mon investissement avait déclenché une réaction en chaîne. Dan, le promoteur, comptait sur mon capital pour finaliser les plans architecturaux et garantir le prêt. Sans cela, les permis étaient caducs. Les locataires qui avaient signé des lettres d'intention anticipées étaient partis. Et comme le reste de la famille avait mis en garantie d'autres actifs pour assurer leur part de l'investissement, ils étaient maintenant exposés. Très exposés. Ce week-end-là, j'ai appris par un ami commun que mon père s'était envolé pour Miami afin de rencontrer une société de capital investissement. La rumeur disait qu'il essayait de remplacer mon financement par un accord de dernière minute, le genre qui s'accompagne de conditions exécrables et de nombreuses contraintes. Je ne suis pas intervenu. Au lieu de cela, j'ai décidé de les frapper là où ça fait le plus mal. La fierté de mon père était entièrement liée à la réputation de son entreprise immobilière. Pas seulement les bâtiments, mais l'histoire selon laquelle notre famille avait une vision, que nous pouvions repérer les talents, construire des partenariats, donner vie aux villes. Alors, j'ai appelé un journaliste que je connaissais de mes années d'université, un type qui me devait une faveur. Je lui ai fait une proposition simple. Que se passe-t-il quand une entreprise familiale se déchire en plein milieu d'un projet de développement de 50 millions de dollars? Ça lui a beaucoup plu. L'article a été publié quelques jours plus tard. Propre, sans nom, juste des faits, mais n'importe qui dans notre réseau saurait exactement de qui il s'agissait. Il s'est répandu rapidement. Mon père a essayé de le démentir, mais le mal était déjà fait. Sa réunion suivante avec les investisseurs a été annulée. Le partenaire d'Andrew a commencé à se retirer de petites entreprises annexes. Et Alyssa, elle a disparu des réseaux sociaux, ce qui était le plus grand signal d'alarme de tous. Cette fille vivait pour Instagram. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma mère a de nouveau appelé, mais cette fois, elle a laissé un message vocal. Lucas, je ne sais pas ce que tu penses qu'il s'est passé, mais ce n'est pas une façon de régler les choses. Nous sommes ta famille. Ton père essayait juste de protéger ce que nous avons construit. Ne pouvons-nous pas nous asseoir et discuter? Ce mot, protéger, m'a interpellé. Protéger de quoi? J'ai fait une recherche d'images inversées sur cette capture d'écran qu'il prétendait qu'Alyssa leur avait montrée. Ce n'était pas difficile. J'ai trouvé la source originale en 5 minutes, une publication sur Reddit datant de 4 ans. Des noms différents, un contexte différent, mais la mise en page correspondait. Le texte était modifié. Elle avait copié-collé une fausse conversation, changé les noms et l'avait fait passer pour une preuve. Je n'ai toujours rien dit. Au lieu de cela, j'ai fait un autre mouvement discret. J'ai rencontré le locataire principal du projet de bureau maintenant défunt. Je lui ai dit que j'avais un autre projet de développement qui serait prêt d'ici 1 an, un projet avec de meilleures commodités et une base financière plus solide. Je lui ai présenté les plans et lui ai offert une réduction sur les 5 premières années. Il a signé une lettre d'intention sur le champ. Ensuite, j'ai fait envoyer cette lettre directement à Dan Meyers. Sans note, juste la lettre. Il saurait exactement ce que cela signifiait. Le projet qu'ils essayaient de construire avec moi, je venais de le reconstruire sans eux. Toujours pas d'appel de papa. Toujours pas d'excuses. Ils voulaient que je sois en dehors de la famille. Alors je suis resté en dehors, et ils commençaient à comprendre à quel point cela allait leur coûter cher. Cela faisait 3 semaines que mon père avait envoyé ce message, et chaque jour depuis avait été une autre victoire silencieuse. Le promoteur s'était retiré. La banque avait suivi. Les entrepreneurs ne répondaient plus aux appels. Le complexe de bureaux dont ils étaient si fiers n'était plus qu'un terrain vide clôturé avec un panneau de projet déjà décoloré par le soleil et battant au vent.
Personne ne voulait le dire, mais tout le projet était mort. Et la seule chose qui le maintenait en vie, c'était moi. Andrew a essayé de le sauver. Il a commencé à contacter des investisseurs privés, à faire appel à de vieilles faveurs, il a même laissé entendre qu'il pourrait remanier l'accord par l'intermédiaire de l'une des sociétés écrans de son ami. Mais les gens parlent. Le bruit courait que l'entreprise familiale était fracturée et instable, et personne ne voulait mettre son argent près d'un navire en train de couler. Alyssa a complètement disparu des radars. Plus de publications Instagram, plus de selfies de brunch, plus de fausses citations sur la réussite. Elle a déserté le bureau et a cessé de répondre aux courriels internes de l'entreprise. La comptable de l'entreprise, Denise, m'a appelé un soir après les heures de travail. Elle a dit à voix basse qu'Alyssa avait vidé l'un des comptes discrétionnaires le mois dernier, le même utilisé pour le développement de la marque. Apparemment, cela avait couvert son voyage au Mexique et $2000 de dîner de réseautage. Denise ne l'a découvert que lorsque quelqu'un d'autre a essayé de réserver un vol avec la carte de l'entreprise et que celle-ci a été refusée. Je n'ai pas réagi. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai fait un autre mouvement. Il y avait une propriété à côté de mon projet de Midtown, un terrain étroit qui était autrefois une laverie automatique. Il était vide depuis 2 ans à cause d'un problème de zonage. Je l'ai acheté quand même, en payant au-dessus du prix du marché pour le faire passer. Une semaine plus tard, j'ai obtenu un deuxième permis. Avec les 2 parcelles, je pouvais maintenant étendre la construction pour tripler la conception originale. En gros, je reconstruisais la même tour de bureau dont ils avaient essayé de m'évincer, mais en mieux, plus vite, et sans eux. Ils l'ont remarqué. Ce vendredi soir-là, je me suis présenté à un gala de charité locale. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais un donateur s'est désisté et j'ai reçu une invitation de dernière minute. Je savais que mes parents y seraient, et j'avais raison. Mon père m'a vu le premier. Il se tenait avec 2 fonctionnaires de la ville, un verre à la main, faisant semblant de rire de quelque chose. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Il m'a juste fixé. Pas de bonjour, pas de geste, rien. Ma mère est venue me voir une vingtaine de minutes plus tard. Son maquillage était parfait, mais son expression s'est légèrement fissurée. Elle m'a demandé si nous pouvions parler. Elle a dit que les choses n'étaient pas censées se passer comme ça. Je lui ai dit que ce n'était pas moi qui avais décidé ça. Elle a dit qu'il pensait protéger l'entreprise. Encore ce mot, protéger. Ils ne m'ont jamais protégé. Ils n'ont même jamais demandé si ce qu'Alyssa leur avait montré était réel. Personne n'a rien vérifié. Ils l'ont simplement cru. Quelques lignes de faux texte sur une capture d'écran, et je suis devenu le méchant du jour au lendemain. Je suis parti sans rien dire de plus. Le lendemain matin, Dan, le promoteur, m'a envoyé un message directement. Vous le reconstruisez, n'est-ce pas? Midtown. Nous avons vu les permis. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il en a envoyé un autre. Votre mère est dévastée. Andrew cherche des avocats. Alyssa a disparu. Vous avez marqué votre point. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai lu 2 fois. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais que l'un d'eux, un seul, vienne me voir et me dise « As-tu vraiment dit ça? As-tu vraiment prévu de prendre le contrôle de l'entreprise ?» Cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, ils m'ont exclu, ont construit un faux récit et s'attendaient à ce que je disparaisse tranquillement. J'ai décidé qu'il était temps de collecter mon dû. Plus tard cet après-midi-là, je suis allé à l'appartement d'Alyssa. L'Audi Q5 était garé dans l'allée. Je l'avais payé, je la lui avais donnée il y a 6 mois après que sa vieille voiture soit tombée en panne, car elle disait ne plus vouloir conduire une marque bas de gamme. J'avais toujours le double des clés, et le titre de propriété était à mon nom. Je n'ai pas frappé. J'ai simplement déverrouillé la voiture, démarré le moteur et reculé hors de l'allée comme si elle était à moi, parce qu'elle l'était. Elle est sortie en courant en chaussons, hurlant quelque chose que je n'avais aucune envie d'entendre. Je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai même pas regardé. 1 heure plus tard, elle a finalement envoyé un texto, « Sérieusement? Tu reprends la voiture ?» J'ai répondu par une seule phrase. « Tu as falsifié un message pour me faire exclure de ma propre famille, alors oui, je reprends la voiture. » Pas de réponse. Même pas les points de suspension. Le dimanche, j'ai reçu un appel de Travis, l'associé junior qui était toujours plus observateur qu'il ne le laissait paraître. Elle est retournée vivre chez ses parents,
a-t-il dit. De retour à la maison de mes parents, la même maison qui n'avait plus de place pour moi quelques semaines auparavant. Je suis resté un moment avec cette nouvelle. J'ai pensé au silence, à la façon dont il m'avait laissé m'éloigner sans poser de questions. Maintenant, Alyssa était de retour sous leur toit, et soudain, la vérité n'était plus si facile à ignorer. Quelque chose était sur le point de craquer, et ce ne serait pas moi. C'est arrivé un jeudi après-midi. Je n'étais pas là pour le voir en personne, mais j'en ai entendu parler avant le coucher du soleil. Ma mère a appelé 3 fois de suite, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé un seul texto, « S'il te plaît. Ce n'est pas ce que nous pensions. Peux-tu passer ?» Je n'ai pas bougé. Je suis resté assis à mon bureau dans l'immeuble de Midtown, celui dont il disait que je ne faisais plus partie, et j'ai fixé l'écran. 10 minutes plus tard, Andrew a appelé. Ça m'a surpris. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis la rupture. Son message disait juste « Elle a gaffé ». Papa l'a entendu lui-même. Ça a attiré mon attention. 1 heure plus tard, j'étais dans l'allée de la maison où j'ai grandi. La même maison où j'avais partagé des dîners du dimanche avec des gens qui ne me faisaient plus confiance. La même maison où ma sœur était revenue en courant après avoir mis le feu à tout. Mon père a ouvert la porte. Pas de suffisance cette fois. Pas de discours, juste un signe de tête. Il s'est écarté et m'a laissé entrer. Le salon était silencieux. Ma mère était assise raidement sur le canapé, les mains crispées. Alyssa n'était nulle part en vue. Puis mon père l'a dit. Elle a admis avoir falsifié la capture d'écran. Il ne m'a pas regardé en le disant, il a juste fixé le vide devant lui comme si les mots lui coûtaient quelque chose. Apparemment, Alyssa s'était disputée avec lui plus tôt dans la journée. Quelque chose à propos du contrôle, de la voiture, de ses contributions à l'entreprise. Elle s'est emportée, a gaffé et a dit quelque chose comme « Il n'aurait pas retiré son argent si vous n'aviez pas cru au message que j'ai inventé ». Il s'est figé, a demandé ce qu'elle voulait dire, et au lieu de faire marche arrière, elle a paniqué et est passée à l'offensive. Elle a dit qu'elle avait dû le faire parce que je prenais le contrôle de tout et que ce n'était pas juste que j'ai le dernier mot sur le plus gros contrat. Elle a tout avoué. Ma mère a pleuré. Mon père, non. Il m'a juste posé une question. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai haussé les épaules. M'auriez-vous cru? Il n'a pas répondu. Nous sommes restés assis là en silence. Pour une fois, je ne me sentais pas comme l'étranger. Je me sentais comme le seul adulte dans la pièce. Ils se sont excusés. Pas de manière dramatique, en tombant à genoux. Juste calmement, honnêtement. Ma mère a dit qu'ils ne voulaient pas y croire, mais que ça semblait si réel. Ils avaient vu les faux messages, entendu la voix tremblante d'Alyssa, et ils s'étaient convaincus que c'était vrai et que j'étais dangereux. Je leur ai dit que j'étais déjà passé à autre chose. Midtown se concrétisait. Les locataires se bousculaient. L'argent était propre. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Mon père a dit qu'il voulait que je revienne dans l'entreprise. Il a dit qu'il avait fait une erreur. Que Alyssa était dehors. Qu'il voulait que je rejoigne le conseil de direction et que je réintègre le projet de Midtown sous l'égide de la famille. J'ai dit que j'y réfléchirais, et je l'ai fait, mais pas longtemps. Ce week-end-là, j'ai accepté à une condition, que j'ai le contrôle total sur chaque décision financière pour les 2 prochaines années. Pas de veto, pas de comité, juste moi. Ils ont accepté. Et juste comme ça, l'entreprise a commencé à guérir. Mon nom était de retour sur les documents. Mon visage sur les supports de marque. La banque qui les avait ignorés m'appelait maintenant pour des réunions. Alyssa, de son côté, s'effondrait. Elle avait perdu son appartement, sa voiture, les contrats de marque qu'elle développait discrètement. Et maintenant, elle vivait dans son ancienne chambre, tandis que mes parents, voyant enfin les choses clairement, ne la protégeaient plus. C'est là que j'ai appris la dernière partie. Elle a exigé la villa. Quelques années auparavant, mon père lui avait promis une propriété en bord de mer dans les Carolines une fois le projet de bureau terminé. Elle a essayé de l'obtenir en avance, disant qu'elle le méritait après tout le stress qu'elle avait subi. Mon père la lui avait donné, plus par culpabilité qu'autre chose. Mais maintenant, cela avait changé. Il a révoqué le transfert, lui a dit qu'elle devait la mériter. Et juste comme ça, son monde s'est inversé.
Pas de voiture, pas de maison, pas de pouvoir, et j'étais de nouveau aux commandes. Je pensais que ce serait suffisant. Mais le meilleur? Ce n'était toujours pas fini. Un matin, une semaine après mon retour officiel dans l'entreprise, je suis allé chez mes parents pour récupérer de vieux dossiers stockés au sous-sol. Mon père m'avait envoyé un texto pour me dire qu'ils étaient là où je les avais laissés il y a 5 ans, à l'époque où nous construisions encore des choses ensemble. Je n'avais pas prévu de rester longtemps. Mais en entrant par la porte de derrière, j'ai entendu Alissa crier depuis le couloir de l'étage. « Je ne plie pas le linge. Je ne suis pas la bonne. » La voix de ma mère, plus calme, a suivi. « Alors il est peut-être temps que tu recommences à te comporter comme une fille. » Je n'ai rien dit, j'ai juste continué à marcher. Le changement avait déjà eu lieu. Alissa était de retour sous leur toit, mais elle ne vivait pas dans le confort. Elle vivait avec les conséquences. Chaque pièce en résonnait. La villa était partie. Mon père a annulé le transfert et la mise en vente dans les 48 heures qui ont suivi la découverte du faux message. Il ne le lui a même pas dit. Elle l'a appris quand l'agent immobilier l'a appelé par erreur pour confirmer le calendrier des visites. La voiture était toujours dans mon garage. Le statut était parti. Ses amis ne venaient plus. Elle n'avait rien publié sur les réseaux sociaux depuis 2 semaines. Pour elle, c'était comme disparaître complètement de la circulation. Même ses soi-disant partenaires de marque avaient cessé de répondre. L'un d'eux l'a publiquement désabonné. Celui-là a fait mal. Au dîner ce soir-là, pour lequel je suis resté par curiosité, mon père lui a demandé d'aider à débarrasser. Elle l'a juste regardé comme s'il lui avait demandé de récurer l'allée avec une brosse à dents. Puis ma mère lui a tendu un torchon et a dit « Tu n'as plus le droit de te défiler ». Elle a fait la vaisselle en silence. J'ai failli rire. Je ne l'ai pas fait. Le lendemain, elle m'a coincé dans le couloir avant que je parte. « Je ne suis pas ton ennemi », a-t-elle dit. « Tu as agi comme tel », ai-je répondu. « J'ai fait une erreur. »« Non, tu as fait un coup. » Elle a commencé à avoir les larmes aux yeux mais s'est retenue. « Je veux revenir dans l'entreprise. Je peux aider. J'ai besoin d'une seconde chance. » Je l'ai regardée. Ce n'était pas une performance. Elle était épuisée, humiliée, mais pas brisée. Pas encore. Alors, je lui ai fait une offre. « Il y a un poste vacant dans le programme de stage », ai-je dit. Soutien administratif d'entrée de gamme, 17 $ de l'heure. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. « Tu veux que je sois stagiaire ? » Non. Je veux que tu apprennes à être utile. Elle est partie sans répondre. 2 jours plus tard, elle a soumis sa candidature. Pas par mon intermédiaire, mais par celui des ressources humaines. Ce dimanche-là, j'ai reçu un texto de ma mère. Merci. Elle en a besoin. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai apporté une petite modification à son stage. Elle serait sous la supervision directe d'une des directrices qui ne pouvait pas la supporter, une femme qu'elle avait un jour qualifiée de « secrétaire glorifiée » lors d'une réunion de stratégie. Elle apprendrait l'humilité de la même manière qu'elle l'avait perdue, lentement, douloureusement, en public. Ce soir-là, on a frappé à ma porte. C'était Alissa. Elle avait l'air fatiguée mais honnête. « Ils veulent que je m'excuse », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. « Tu devrais. »« Je suis désolée », a-t-elle dit. J'ai été égoïste. Je pensais que si je pouvais t'évincer, je pourrais enfin être quelqu'un. Tu étais déjà quelqu'un, ai-je dit. Mais tu as choisi d'être ça à la place. Elle a hoché la tête. Et maintenant ? Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte et j'y ai réfléchi. Puis j'ai dit, maintenant, tu vas apprendre ce que signifie repartir de zéro. Et si tu travailles dur, peut-être qu'un jour je te laisserai diriger une réunion. Elle a esquissé un faible sourire. C'est juste. Elle s'est retournée pour partir, mais je l'ai interpellée. Oh, et une dernière chose. La voiture, elle est toujours à moi. Tu prendras le bus. Pour la première fois, elle n'a pas discuté. Et juste comme ça, ma vengeance était terminée. Mais sa leçon ? Elle ne faisait que commencer. 3 semaines après le début de son stage, Alissa n'était que l'ombre de la fille qu'elle était autrefois. Pas de talons hauts, pas d'ongles manucurés, pas de sac de créateur, juste un chemisier simple,
des ballerines et un badge d'entreprise maladroitement accroché sur le côté de son sac à main. Personne au bureau ne la traitait comme un membre de la famille, car elle avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas faire partie d'une famille. Elle voulait être aux commandes. Maintenant, elle apprenait ce que c'était que d'être en bas de l'échelle. Je ne lui parlais pas beaucoup au travail. Je n'en avais pas besoin. Sa superviseure, Tasha, la même femme qu'elle avait un jour tournée en dérision devant toute la salle du conseil, était en charge de ses rapports de progression. Tasha n'était pas tendre avec elle. Et au crédit d'Alyssa, elle ne s'est pas plainte. Pas une seule fois. Même pas après que Tasha lui ait fait refaire toute une série de dossiers clients parce qu'elle avait utilisé le mauvais format. Elle essayait. Je lui accorde ça. Mais essayer n'effaçait pas ce qu'elle avait fait. Et il y avait encore une dernière chose qu'elle n'avait pas faite. Pas vraiment. Elle ne l'avait pas assumé. Cela est venu un peu plus tard. C'était la réunion de stratégie mensuelle. C'est moi qui l'avais convoquée. Toute l'équipe de direction était là, y compris les nouveaux partenaires de l'expansion de Midtown. Nous venions de remporter une énorme victoire avec un locataire national signant un bail de 10 ans, le genre de contrat que nous poursuivions pendant des mois, qui nous tombait maintenant tout cuit dans le bec grâce au bruit que nous avions fait. Au milieu de la réunion, quelqu'un a frappé et a légèrement ouvert la porte. C'était Alyssa. Elle tenait un presse-papier et arborait une expression nerveuse que je n'avais pas vue sur son visage depuis que nous étions enfants et qu'elle avait cassé le vase préféré de maman. « Puis-je dire quelque chose ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé un sourcil mais j'ai acquiescé. Elle est entrée, a posé le presse-papier et a regardé la salle. Des gens à qui elle donnait des ordres autrefois. Des gens qu'elle avait l'habitude de congédier comme s'ils ne valaient pas son temps. J'ai menti, a-t-elle dit. Sur Lucas, sur le message. Je l'ai inventé parce que je pensais que je ne comptais pas dans l'entreprise à moins de lui enlever quelque chose. J'avais tort. J'ai blessé des gens. J'ai endommagé ce que nous étions en train de construire. Et je voulais que vous le sachiez tous. Personne ne m'a forcé à dire ça. Ça vient de moi. Personne n'a dit un mot, pas même moi. Elle est sortie tranquillement, a refermé la porte, et c'est à ce moment-là que tout s'est terminé. Plus tard cette semaine-là, je suis allé à son box. Elle tapait des notes dans un tableur. Tu t'améliores, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. J'essaie. Tu es en train de réussir, ai-je dit. Ce qui est plus difficile que de faire semblant. Elle a hoché la tête. Puis j'ai mis la main dans ma poche et je lui ai lancé quelque chose. La clé de la voiture. Considère ça comme un prêt. 10% de ton salaire y seront consacrés jusqu'à ce qu'elle soit remboursée. Marché conclu. Elle a souri. Ce n'était pas un sourire suffisant. Ce n'était pas faux. Juste reconnaissant. Marché conclu. Nous savions tous les deux que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, mais ce n'était pas le but. Le but était qu'elle avait enfin touché le fond et, au lieu de blâmer le monde entier, elle s'en était sortie par ses propres moyens. Le pardon ne signifie pas l'oubli. Il signifie permettre à quelqu'un de prouver qu'il peut être différent. Et Alyssa.